Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans Version française, une émission spéciale gastronomie. La cité de Saint-Émilion est une ville emplie d'histoires et d'anecdotes bien cachées entre ses murs et même sous ses fondations. Venu de la Martinique, le chef Marcel Ravin répand désormais sa gastronomie raffinée à Monaco. Accro de la caféine, voici un repérage énergisant tout en saveur. Voyage dans le sillage parisien du café. Avant d'arriver sur nos tables, le vin est parfois conservé dans des tonneaux. Rendez-vous dans un atelier de tonnellerie pour en apprendre plus. C'est dans l'est de la France, à Colmar, que Jérôme Meyer, maraîcher, a eu une belle idée. En 2018, il installe un distributeur de légumes frais devant sa propriété et c'est dans 54 casiers climatisés que se retrouvent courgettes, pommes de terre, carottes, betteraves, réassorties 2 fois par jour. Ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, voici de quoi satisfaire vos envies nocturnes de verdure. Comme beaucoup de choses, nombreux sont ceux qui s'arrachent la paternité de la Madeleine. Mais c'est en 1755 qu'elle aurait été créée au château de Commercy dans la Meuse. À l'occasion d'une rencontre avec Voltaire et Madame de Châtelet, le duc Stanislas demanda à sa cuisinière Madeleine de confectionner un gâteau. C'est ainsi que naquit cette douceur éponyme. Pour ceux qui veulent se la jouer néo-cueilleur, voici une bible incontournable, le livre Cuisiner les plantes de montagne. Ici, on vous propose de transformer vos balades en chasse aux millepertuis ou à l'achillée millefeuille. Cette fois, les fleurs et les plantes ne finiront pas dans un vase, mais bien dans votre assiette. Délicieusement nature. Vous connaissez l'expression « tendre le bâton pour se faire battre » ? Eh bien, si c'était un bâton de caramel qu'on vous tendait, que diriez-vous ? Les bâtons sont ici des créations 100% françaises, indispensables pour ravir les gourmands, et on sait qu'il y en a, en se parant de saveurs multiples comme la fève tonka, le fruit de la passion ou encore le sel de Guérande. Si de Saint-Émilion, vous connaissez les grands crus, vous allez découvrir aujourd'hui d'autres secrets bien gardés de la ville médiévale. C'est en coulisses. Inscrite en 1999 au patrimoine mondial de l'UNESCO, la juridiction de Saint-Émilion regorge de secrets que l'on s'apprête à vous dévoiler grâce à un parcours un peu particulier. Soyez prêts à découvrir une église creusée dans la roche, une cave à vin installée dans une ancienne carrière et surtout les secrets les mieux gardés de la cité. Mais pour cela, il faut se rapprocher un peu, ne soyez pas timides. L'histoire de ce village commence au 8e siècle avec un certain Émilion. Moine venu de Bretagne, il pose son baluchon sur ce promontoire rocheux et y fonde la première communauté religieuse. Au fil des siècles, de nombreuses communautés s'y installent et participent à l'essor du village, mais c'est véritablement entre le XIIe et le XIVe siècle que la cité médiévale prend vie. Et c'est devant les vestiges des remparts que l'on retrouve Élodie Dantas, notre guide pour la journée. Ce village s'est muni de remparts dès le XIIe siècle. Dès lors que le territoire aquitain devient anglais, on conseille aux villes et villages d'Aquitaine de se protéger des Français. Et ces remparts étaient composés de 6 portes. Et aujourd'hui, il ne reste que la porte Brunet. Si vous avez l'œil, vous avez sûrement dû remarquer la pierre blanche des bâtiments qui reflète la lumière du soleil. Eh bien, cette roche calcaire vient tout simplement de sous nos pieds, car les souterrains de Saint-Émilion sont une ancienne carrière. Une pierre extraite jusqu'au XIXe siècle et que l'on retrouve presque partout, car il y a certaines ruelles où la pierre n'est pas très saint-émilionnaise. On peut voir qu'elles sont pavées de très grosses pierres. Et ces pierres, attention, elles ne viennent pas du tout d'ici, elles viennent d'Angleterre. Pendant la période anglaise ici en Aquitaine, nombreux sont les bateaux partant d'Aquitaine vers l'Angleterre remplis de barriques de vin. Et ces bateaux, quand ils revenaient vers chez nous, il fallait bien les remplir avec quelque chose pour éviter qu'ils ne chavirent. Et ce qui a été choisi, ça a été des pierres retrouvées sur les côtes anglaises. Et ces pierres-là, eh bien, on les a réutilisées pour paver les rues et places du village. Et sur cette place se trouve l'église monolithe de Saint-Émilion, creusée au XIIe siècle. Sa façade, elle, n'est décorée qu'au XIVe. Accessible seulement en petits groupes lors de visites privées, ce vestige du Moyen-Âge vaut le détour. Alors, vous êtes prêts ? Soudain, on se sent tout petit face à l'immensité des lieux. On en resterait presque silencieux, mais nous sommes bien trop curieux pour ça.
cette église, on peut voir qu'elle est particulière. C'est une église rupestre, creusée, aujourd'hui assez sobre, mais il faut vraiment imaginer qu'à l'époque médiévale, elle était entièrement décorée, entièrement peinte. Aujourd'hui, si nous n'avons plus grand-chose, c'est tout simplement parce qu'à l'époque révolutionnaire, cette église a été retirée au clergé pour être vendue, n'a malheureusement pas trouvé preneur. Et le manque d'entretien, cette humidité et cette lumière qui rentrait ici, eh bien, a formé sur la pierre calcaire qui nous entoure une pellicule de salpêtre. Et ce salpêtre, eh bien, il peut tout simplement être utilisé pour faire de la poudre à canon. Donc tout a été gratté et voilà pourquoi aujourd'hui nous n'avons plus grand-chose. Et si vous avez l'œil, vous avez sûrement dû remarquer ces étranges sangles métalliques qui entourent les piliers. Ce sont les corsets métalliques que l'on a autour de nous. Comme une attelle, ils sont là pour supporter les piliers et les aider à soutenir les 4500 tonnes quand même du clocher qui se trouve juste au-dessus. Comme vous avez l'air de bien aimer les souterrains, on vous emmène maintenant sous la tour du roi, dans les caves de Philippe de Besse qui produit du crément de Bordeaux. On dit de Bordeaux car seul le vin rouge peut avoir l'appellation Saint-Émilion. Véritable labyrinthe, il n'a pas été simple de retrouver Philippe dans ces souterrains qui peuvent s'étendre sous plus de 150 km sous la ville. En fait, on est dans une ancienne carrière de pierre. Ils ont sorti des blocs de pierre et ça fait du vide. Et dans ce vide, qui est toujours à température constante de 12 degrés, on en a fait des caves idéales. Un voyage dans le temps qui ne pouvait pas se terminer sans une belle vue d'ensemble de la cité, mais surtout de ces vignes si célèbres que l'on peut observer à perte de vue. De la Martinique au rocher princier de Monaco, le chef Marcel Ravin régale les palais des fins gourmets. Il est notre invité du jour. Attiré par la cuisine depuis tout petit, Marcel Ravin quitte sa Martinique natale à tout juste 20 ans pour un aller simple vers de prestigieuses cuisines françaises. Très vite, il comprend qu'il est arrivé dans un univers différent où les artichauts ont remplacé le manioc, mais déterminé, il apprivoise, fait ses gammes et apprend l'exigence de la gastronomie française. C'est en 2005 qu'il est choisi pour orchestrer les cuisines du Blue Bay à Monaco, où il remporte sa première étoile 10 ans plus tard. Riche de sa double culture, chaque plat que le chef conçoit est pensé comme un voyage qu'il adapte au gré de ses envies et ses émotions. Je cuisine à l'instinct parce que j'essaye de raconter des histoires dans mes assiettes. Nous ne sommes pas dans une cuisine de fusion. J'aime pas tellement cela et tout parce que à vouloir faire trop de fusion, ça peut amener à la confusion, comme on dit souvent. Ce sont des plats de mémoire. Et après, au goût moderne. Et si c'est avant tout son instinct qui le guide, Marcel Ravin accorde une importance particulière au toucher. Le toucher est important parce que même quand vous prenez votre couteau à la main, vous devez sentir et donc, comment vous allez couper votre légume, votre poisson, votre viande. Et donc, ça, c'est important, le toucher. Et à partir du toucher, il y a une forme de légèreté qui se met en place. On se laisse porter au gré du vent. C'est comme ça que je cuisine et c'est pour ça que j'aime toucher. C'est pour ça que je le dis souvent à mes garçons, toucher le produit. Un sens encore plus développé car le chef a la chance d'avoir son propre potager dans l'hôtel grâce à Jessica Sbaralia qui développe les projets de potager urbain. Un potager de 400 m² aux variétés diverses métropolitaines mais aussi exotiques. Tomates, ananas, poivrons, chocolat, courges, épinards malabar, manioc ou encore moringa. Un projet qui tient à cœur au chef. C'est un potager qui lui est très représentatif, puisqu'on trouve beaucoup de choses qui lui correspondent et qui viennent de ses racines. Et après, on travaille souvent au début d'année, au milieu d'année aussi pour renouveler les cultures et puis savoir sur quelle carte il va partir au printemps, en automne, en fonction de ses envies. Et surtout, il a cette faculté de pouvoir s'inspirer aussi du jardin. Quand il est dedans, on le voit, il goûte, il sent, il compose. Et ça se voit, il est en train de composer une recette, une assiette dans sa tête. Et ça, tous les chefs ne sont pas capables de le faire et c'est très appréciable. Comme une véritable source d'inspiration, le chef vient régulièrement voir ses plants fructifier, goûter et toucher les fruits et légumes qui composeront ses assiettes. Et pour sublimer ses produits frais et toujours sourcés, il lui tenait à cœur de les mettre en scène grâce à un art de la table bien particulier qui ferait partie du voyage culinaire.
Inspiré de ses terres natales, Marcel a fait appel à une céramiste martiniquaise. Un projet qui a tout de suite plu à Frédéric Darnay, le directeur général du Monaco Bay & Resort. Je pense que j'ai rapidement intégré le projet. Et c'était l'élément différenciant et de repartir sur une histoire, sur du vécu, sur quelque chose qui existe, qu'on puisse toucher. Marcel a parlé du toucher, et là c'est toucher au niveau de l'âme. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une assiette d'attente que vous mettez sur table dans les restaurants. Un souci du détail et une exigence que Marcel s'efforce de transmettre à ses équipes. Transmettre, c'est pas que de faire la cuisine. C'est aussi d'être conscient que ce que nous faisons a du sens parce qu'on rend les gens heureux. Et que ça demande bien sûr une énergie incroyable. Et non, c'est ça pour moi là aussi la transmission. C'est pas que d'apprendre à cuire une viande ou un poisson. C'est de faire comprendre à chacun qu'il y a un intérêt. Et donc ce qu'ils font a de l'intérêt et qu'eux ils soient fiers de cela. En quittant son rocher martiniquais pour son rocher monégasque, Marcel Ravin a emporté sa mémoire et sa culture pour cuisiner avec tout son cœur, tout en faisant voyager ses convives et transmettant son savoir-faire à ses équipes. Bonjour Marcel. Bonjour. Marcel, il y a un dicton qui dit pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient, il faut se souvenir d'où on vient. Et pour vous, c'est doublement vrai pour votre cuisine d'une partie, mais aussi bien sûr pour vos origines martiniquaises. Oui, absolument. Je pense que vous ne pouvez pas toucher le cœur de l'autre si vous ne savez pas qui vous êtes. À partir du moment où moi j'ai appris avec le temps d'où je venais, je ne viens pas que d'une terre pure qui est la Martinique. C'est toute une histoire d'ADN. Et quand on connaît les Caraïbes, c'est ce mélange de culture, ce mélange de gens, ce mélange de peuples. Il y a une diversité énorme. Mais à travers la cuisine que je proposais, on me disait souvent, dans votre cuisine, on trouve qu'il y a des notes parfois asiatiques, on peut trouver des notes orientales et tout, etc. Et je me suis mis vraiment à chercher d'où ça venait. Et c'est de là que j'ai compris que j'avais une histoire. Et, vous portez cette histoire en vous. Absolument. Et donc c'est une forme c'est un peu mon ADN. Et j'aime à le dire, ma grand-mère avait des influences chinoises, mon grand-père africain, et le métissage de tout ça m'a permis à un moment donné de me poser la question, en faisant des recherches, pour comprendre c'était quoi l'histoire et le monde créole. Alors vous venez d'une fratrie de 4, oui. Et déjà quand vous aviez 15 ans, pour aider votre maman, vous avez fait la cuisine à la maison, mais vous étiez déjà très inspiré par votre grand-mère, oui. Qui vivait en autosuffisance. Absolument, puisque aux Antilles, à la Martinique, on habitait à la campagne. Et bien sûr, ma grand-mère avait un jardin créole. Et ça, je crois que c'est ce qui m'a donné le goût de la cuisine, parce qu'en plus, elle cuisinait ce qu'elle récoltait, ce qu'elle ramassait, ce qu'elle pêchait, et tout pour nous. Et on a toujours mangé comme ça. Donc votre palais gustatif se forme à ce moment-là au Martinique, avec toute la connaissance des produits qui va avec. Absolument. Et quand vous arrivez en France, ça a dû être un grand choc de voir un artichaut, une asperge, de la truffe, du caviar. Absolument. Absolument, parce que ça ne faisait pas partie de ma culture. Les légumes ici en métropole ne sont pas forcément les mêmes qu'à la Martinique. Donc comment vous avez appris rapidement? Ça a été très dur. J'ai eu la chance d'avoir une maman. Quand je lui ai dit « Maman, je crois que ce monde n'est pas fait pour moi, je veux rentrer au pays », elle m'a dit « Non, tu es parti pour quelque chose, tu restes ». Alors, après avoir pleuré longuement, je me suis un peu bousculé en allant rencontrer et tout sur les marchés, aller sur les marchés au plus près des producteurs, des agriculteurs, des paysans. Et j'avais toujours, que j'ai encore, un petit cahier où je notais ce que je pouvais apprendre et échanger avec l'autre. Et j'ai appris le terroir comme ça. Et ça m'a constitué un palais, comme j'aime à dire, qui est mental. Ça fait plus de 30 ans que vous êtes en cuisine, oui. Aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui vous motive encore et toujours d'y retourner?
Et parfois, je me pose aussi à moi-même la question. Mais c'est ma vie, c'est ma passion. J'ai voulu être cuisinier. Vous savez, je suis passé par des étapes très compliquées, difficiles. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau, que ce soit d'excellence, étoilé Michelin, reconnu dans la profession, qu'il faut finalement se dire, bon, ça y est, c'est fini, c'est acquis. Non, il y a encore beaucoup de choses à faire et à découvrir. Et je suis dans une région aussi qui me permet encore de garder toujours cette envie, cette motivation, parce que chaque fois que je me balade dans mes jardins, il y a toujours quelque chose de nouveau. Je découvre toujours quelque chose. Ça peut être une pousse, ça peut être une fleur, ça peut être une herbe, et tout, un légume. Et ça recrée de l'envie. Ça donne du bonheur. C'est mon terrain de jeu. Je ne sais faire que ça et je ne veux faire que ça. Merci, chef. Merci. Pour se réveiller le matin, pour terminer un repas ou pour mille et une autres occasions, le café nous accompagne aujourd'hui dans la capitale à travers 3 adresses. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé et exploré la capitale sous un nuage de lait et une bonne dose de caféine. Pour commencer cette balade autour du café, rendez-vous dans la plus ancienne brûlerie de Paris, la Maison Verlet, l'un des premiers comptoirs d'épices parisiens à avoir développé fin du 19e l'art de la torréfaction. Auguste Verlet, qui était mousse sur les bateaux, a rapporté de ses voyages au long cours des sacs de café de Brésil, de Colombie, du Costa Rica. Et donc il s'est pris une passion pour le café et il a vraiment développé le café à Paris. Voilà un torréfacteur à l'ancienne. C'est le torréfacteur de la Maison Verlet en 1880. On mettait le feu en dessous et on tournait manuellement. Si les machines ont bien évolué depuis l'époque, les sacs de café, eux, font toujours le même long voyage depuis les tropiques jusque dans l'atelier d'Éric Duchossois, maître dans l'art de la torréfaction. Mais attention, pas n'importe laquelle. Ne lui parlez pas de café à l'italienne ou à l'américaine. Ici, on torréfie à la française, bien sûr. La torréfaction à la française, c'est le juste milieu. C'est-à-dire que le café ne soit pas trop foncé et passe à l'amertume, et pas trop clair où il passe à trop d'acidité. Donc il faut vraiment que le café soit juste cuit à cœur, sans trop ni trop peu. Eh bien Eric, montrez-nous comment on obtient cette juste cuisson. La juste cuisson, on va l'avoir grâce à la sonde qui est ici, c'est-à-dire que là on voit déjà mes grains qui commencent à prendre de la couleur. Ils étaient verts tout à l'heure, ils commencent à être ambrés, on va dire. Et on se repère aussi à la mélodie particulière des grains de café chauffés à cœur. Pierre Verlet avait l'habitude de dire que le café chantait. Ça doit nous donner une indication sur le moment où on va arrêter la torréfaction. Alors là, il a exactement la couleur robe de moine que je recherchais. Donc c'est ça la torréfaction à la française, c'est cette couleur-là. Chez les Italiens, ça va être plus noir et chez les Anglo-Saxons, ça va être plus clair. Une qui sait parfaitement si le café a été torréfié à la perfection, c'est Gloria Montenegro. Cette ancienne ambassadrice du Guatemala est à l'origine de la Caféothèque, un lieu de formation des meilleurs baristas et d'initiation à la caféologie, une discipline que Gloria a elle-même développée en France dans les années 2000. La caféologie, c'est l'art de la dégustation des cafés fins provenant des terroirs d'appellation, c'est-à-dire retrouver la traçabilité. Retrouver le message de la terre dans chaque café qu'on boit. Donc, le déguster comme le vin. Car comme un bon vin, savoir reconnaître et déguster un bon café, c'est en effet tout un art et ça s'apprend. On va qualifier comment est la douceur, si c'est une douceur de miel, des fruits, une douceur intense, agréable, et s'il y a une acidité, une vivacité du café. Oui, on peut déceler tout ça dans une simple tasse de café, car on l'ignore souvent, mais cet excitant naturel possède des propriétés aromatiques tout simplement exceptionnelles. 850 arômes possibles le café, 850 senteurs possibles.
Donc c'est en fait le produit le plus aromatique du monde. Du temps d'infusion à la texture de la mousse, à la caféothèque, rien n'est laissé au hasard. Lorsque l'on boit un café d'excellence, c'est dans une tasse en porcelaine ronde et fine pour préserver au mieux la chaleur et pas tout à fait en fin de repas. Le café va très bien avec les fromages, très bien avec les fruits. Il ne faut pas l'isoler, il ne faut pas laisser le café en dernier et le boire sans rien à côté. Que dites-vous pour terminer d'une balade digestive du côté du pont Alexandre III où, si l'envie vous prend, on peut déguster un dernier petit café sur notre chemin. Oui, à Paris, le café ne se boit pas forcément en terrasse. C'est en voyant les files d'attente devant les musées et les monuments parisiens que Trip by Café a eu l'idée de remettre au goût du jour le principe du café ambulant. Et ici, on vous parle de ristretto à l'italienne, préparé sur des vélos tout équipés et servi aux passants en quelques coups de pédale. Et voilà, que vous l'aimiez long ou serré, vous savez désormais où aller pour déguster le meilleur des cafés. Dans la fabrication du vin, chaque étape a son importance. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à l'art de la tonnellerie. Vous êtes-vous déjà demandé comment était conservé le vin qu'il y a dans votre verre? Avant d'être mis en bouteille, le vin est stocké dans des barriques. On doit le premier tonneau de bois à nos ancêtres les Gaulois qui l'utilisaient pour le transport. Et ce n'est qu'à la fin du XVIIe siècle que les techniques de vieillissement en fût virent le jour. Petit à petit remplacé par l'acier inoxydable, aujourd'hui seulement 2% de la production, soit la crème de la crème, est conservée dans des fûts en bois. Et la fabrication de tonneaux est possible grâce à des tonneliers. Un métier aujourd'hui rare, mais d'irréductible, continue à faire perdurer cet artisanat d'art. Et parmi eux, la maison Nadalier, qui a élu domicile à Ludon-Médoc, un petit village situé à quelques kilomètres de Bordeaux, sur la route des châteaux. Créé par son grand-père et sa grand-mère en 1902, Stéphane Nadalier a repris le flambeau avec ses frères et sœurs. Mon grand-père a déménagé à Bordeaux, au Chartron. Il est allé rejoindre directement les négociants au plus près du vin. Il a rencontré ma grand-mère qui travaillait ici au château Cantemerle en tant que comptable. Et ils ont créé ce qui est devenu la tonnellerie Nadalier. Allons voir ça de plus près avec Jean-Paul, le chef d'atelier qui a débuté avec Stéphane il y a 30 ans. Tout commence par un tronc de chêne coupé en épaisses lames appelé mérin qu'il faut ensuite laisser sécher plusieurs années à l'extérieur. Mais pourquoi ? Par rapport au fait que ça va apporter certains éléments organoleptiques au vin. Et le fait de maturer les mérins à l'extérieur leur permet de perdre les tanins agressifs déjà au départ et surtout de se bonifier dans le temps. Une fois les mérins séchés, le travail peut commencer. Attention aux oreilles, c'est un peu bruyant. Cette machine qui, dès le départ, va les écourter, c'est-à-dire les mettre à la longueur du type de fût que l'on fait, puis va les doler de façon à commencer à préparer l'arrondi extérieur. Et une dernière étape qui va évider la douelle, c'est-à-dire qu'on va creuser l'intérieur en arrondi, de façon à commencer à assouplir le bois pour la partie cintrage du bois et chauffe du bois. Chaque douelle est ensuite sélectionnée et assemblée de façon à former une barrique. Une fois la barrique cintrée, vient la partie la plus importante, celle de la chauffe. On va d'abord commencer par chauffer la barrique avec un brasero avec du bois, humidifier le bois de façon à l'assouplir pour pouvoir arriver à lui donner cette forme particulière du tonneau. Mais ce n'est pas tout. Grâce à une seconde chauffe, les tonneliers, un peu magiciens, peuvent donner des arômes et des goûts particuliers à chaque barrique. C'est la partie recette de cuisine. Ces recettes permettent, par plus ou moins de température, plus ou moins de longueur, apport ou non d'humidification, de changer les arômes organoleptiques du bois. Il est donc possible de donner des arômes de café ou de vanille au fût qui viendront se marier au goût du vin. Une fois la barrique prête, il faut fabriquer le couvercle pour les refermer. Vient alors le test d'étanchéité. De l'eau chaude et du gaz sont insérés dans les barriques afin de vérifier si elles fuient. Il faut savoir qu'à chaque étape, le moindre défaut est scruté. Aspérité du bois, douelle abîmée ou bombée, tout est vérifié.
La matière reste toujours vivante, même si on a abattu un arbre. Le bois continue toujours à s'adapter au milieu où il se trouve. Car quand on travaille pour l'excellence, on ne peut pas se permettre d'avoir des tonneaux qui laisseraient s'échapper de grands crus bordelais. Un savoir-faire qui allie la technologie des machines et la dextérité de la main de l'homme depuis bientôt 120 ans et qui a encore de belles cuvées devant elle. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!